Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici le sommaire. Le chef de l'État chez le Khalif des Layènes, Macky Sall, a rendu une visite de courtoisie à la famille de Seydina Limamou Laye. C'était à l'occasion de la 133e édition de l'appel du Mahdi. Ils étaient plus de 100 000 candidats à l'anticipé de philosophie. C'est la première étape de l'examen du baccalauréat. Nous verrons comment les candidats ont abordé cette épreuve à Kennedy et à Blaise Diagne. Et puis en sport, le Sénégal tombe d'entrée à la Coupe d'Afrique de rugby. Les Lions se sont inclinés face à la Namibie 12-35. Le Sénégal, déjà éliminé, va jouer la 3e place face au Botswana battu par la Tunisie. Le président de la République était cet après-midi à Yoff. Le chef de l'État, qui était accompagné d'une forte délégation, s'est longtemps entretenu avec le Khalif général des Layènes, El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye. Cette visite de courtoisie intervient au lendemain de la célébration du 133e appel de Seydina Limamou Laye. La famille Layène a dit toute sa satisfaction pour les actions menées par le gouvernement pour la réussite de l'appel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'ancien Premier ministre du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, reçu par le chef de l'État, il était venu remercier le président Macky Sall pour les actions menées par le Sénégal dans le cadre de la recherche de la paix au Mali. La question des élections présidentielles était également au centre de cette audience. Voici Ibrahim Boubacar Keïta au micro de Khadikan. Monsieur le Président et moi, nous connaissons depuis bien longtemps. Et je tenais absolument, étant à Dakar, à venir le voir, le saluer, lui dire toute notre reconnaissance pour ce que, sous son égide, le Sénégal a entrepris dans notre pays, aujourd'hui dans la douleur, vous savez. Et cette décision courageuse d'appuyer le Mali, et cela dès l'abord, de la part du président Macky, a ravi tous les Maliens. Mais je n'étais pas surpris, je le connaissais. Et cela, je tenais à le justifier encore une fois. Mais au-delà, nous dire également notre souhait de renforcement dans le futur de la coopération entre nos deux pays, si les dieux des urnes nous faisaient acteurs du changement au Mali, car vous le savez, nous sommes appelés aux urnes pour l'élection présidentielle le 28 juillet 2013. Et prendre conseil auprès de lui, l'écouter, comme toujours avec plaisir, avec conviction de sagesse. Et voilà ce qui m'a conduit ici aujourd'hui. La réconciliation en Côte d'Ivoire, la question de politique intérieure entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, voilà quelques questions évoquées dans le cadre de la revue bilatérale qui sous-tend la coopération parlementaire. Les délégations ivoiriennes et sénégalaises ont eu une séance de travail dans le cadre de la visite officielle du président Guillaume Soro au Sénégal, Habib Mbaye. L'élément de Habib Mbaye n'est pas en place. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Plus de 52 milliards de francs CFA injectés en 2012 au Sénégal par les États-Unis. La revue annuelle conjointe du programme de coopération entre le gouvernement du Sénégal et l'USAID a permis de mesurer l'importance des performances réalisées dans différents secteurs du développement socio-économique du pays. De nombreux défis restent toutefois à relever. Plus de 350 milliards de francs CFA de subventions sont attendus d'ici à 2015 pour l'exécution de projets de développement Fantabadji. Cette revue s'est déroulée sous forme de restitution. L'état d'avancement de l'exécution des différents projets financés par l'USAID est présenté par les techniciens. Des performances sont enregistrées dans pratiquement tous les secteurs du développement socio-économique du pays où intervient l'agence américaine. Au niveau de l'éducation, nous avons créé beaucoup d'écoles. Il y a plus de 100 établissements qui ont été faits ces derniers temps grâce à la coopération américaine. Avec plus de 650 milliards de francs CFA injectés dans notre économie,
les États-Unis d'Amérique font partie de nos partenaires très privilégiés. Dans le domaine de santé aussi, on a continué à appuyer encore 300 cases santé sur un total de 1900 cases partout le pays. 52 milliards de francs CFA injectés en 2012 sous forme de subventions ont permis d'obtenir ces résultats. En plus des efforts consentis de part et d'autre, des contraintes sont cependant identifiées. La préoccupation que nous partageons, que le chef de l'État partage avec les États-Unis sur les préoccupations de bonne gouvernance. Nous avons des réglages à faire sur la question de la santé, où des investissements importants sont faits, mais il y a encore des perfections, des perfectionnements à apporter. Au niveau de l'éducation, nous pouvons voir comment améliorer cela. Sur les questions aussi du processus de paix en Casamance, il y a aussi quelques réglages à faire. Nous avons toujours le travail à faire pour que le bénéfice soit plus bénéfice, mais comme chaque année, on fait cette revue entre les partenaires et les gouvernements pour assurer que tout ce que nous faisons au Sénégal bénéficie de manière très productive le peuple sénégalais. Le gouvernement du Sénégal et l'USAID comptent maintenir les acquis. Des objectifs spécifiques sont fixés pour l'horizon 2015. Plus de 350 milliards de francs CFA sont attendus pour améliorer de façon continue les performances et résoudre les problèmes identifiés dans les différents secteurs. Je vous parlais de la visite officielle au Sénégal du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Il a eu, avec sa délégation, une séance de travail avec la partie sénégalaise et il était beaucoup question de réconciliation en Côte d'Ivoire, mais aussi des questions de politique intérieure entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Voyons tout cela avec Abibou Mbaye. Les drapeaux du Sénégal et de la Côte d'Ivoire qui flottent au gré d'un vent nouveau de coopération interparlementaire qui souffle sur l'allée principale de l'hémicycle, accueillant ainsi le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Une journée démarrée par une visite guidée qui retrace le parcours de la dizaine de figures emblématiques de l'histoire de l'Assemblée. Après un tête-à-tête des deux présidents, s'ensuit une séance de travail fructueuse pour dégager les grands axes de la coopération interparlementaire entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu des problèmes, mais la Côte d'Ivoire est restée debout. Et c'est cela que l'histoire retiendra. Rencontrer des situations difficiles, traverser les tornades et les orages, et tenir debout en marchant droit vers l'avenir. Fort de ses convictions. C'est cela, en fait, la saga des États qui se meuvent dans la longue ligne de leur destin partagé. Je n'oublierai pas le soutien indéfectible, inconditionnel, dois-je dire, du Sénégal à la Côte d'Ivoire lors des moments difficiles que notre pays a connus. Oui, la Côte d'Ivoire a traversé des moments pénibles, de déchirement. La Côte d'Ivoire a connu le traumatisme de la guerre. La Côte d'Ivoire, hélas, à un moment donné s'est éloignée des valeurs qui ont fondé ce pays, cette nation. Évoquant le parcours du président Guillaume Soro comme étudiant qui lui a permis d'entretenir de bonnes relations avec certains parlementaires, sa vie de combattant et d'homme d'État, le président Moussa Fagna semble trouver en lui un exemple pour la jeune génération de parlementaires. Sa modestie lui fait dire qu'il vient puiser auprès du doyen des leçons d'expérience. Mais je puise aussi beaucoup auprès de lui parce qu'il a été président d'une Assemblée nationale avant moi. Donc de ce côté-là, il est quelque part mon doyen. Vous nous avez fait un exposé académique, politique, didactique et pédagogique qui a convaincu l'ensemble des interlocuteurs que nous avons été sur tout ce qui a été fait, tout ce qui est en cours, que la réconciliation se parachève et finisse
comme nous l'espérons tous, entre les différentes couches de la population ivoirienne. Cette séance de travail a également permis de revenir sur le renforcement des capacités des députés, la mise en application de la parité, la formation post-universitaire des jeunes députés, ainsi que le rôle des parlements dans la mise en œuvre des programmes de développement économique et social avec les organisations internationales et sous-régionales, en attendant de signer ce jeudi une convention de coopération interparlementaire. La promotion de la santé en prison et une gestion plus efficace des délinquants avec des besoins spéciaux, des thèmes débattus au cours de l'atelier régional africain sur la santé en prison. C'était sous la présidence du ministre de la Justice. Les directeurs d'administration pénitentiaire de l'Afrique de l'Ouest ont échangé dans le but de réaliser une réforme pénale durable en Afrique. C'est un compte rendu de Louise Bilza. Après la rencontre d'Accra au Ghana, celle de Kampala en Ouganda, l'atelier de Dakar s'impose comme un événement majeur dans l'agenda pénitentiaire du continent. Les délégués des 24 pays présents ont témoigné toute leur attention quant aux enjeux qui sous-tendent la tenue de l'atelier. La rencontre à laquelle vous avez bien voulu participer s'inscrit dans le cadre plus global du projet de la réforme pénitentiaire et d'intervention en Afrique, PRIA, qui se veut de produire une réponse efficace aux nombreux défis qui interpellent le service public pénitentiaire en Afrique. À l'échelle continentale, les établissements pénitentiaires font face à de multiples et récurrentes difficultés, conditions sanitaires précaires, évasion, mutinerie sur population carcérale, longue détention provisoire, entre autres, des préoccupations que les différents États veulent prendre en charge. La prise en charge de toutes ces questions préoccupantes nécessite, de notre part, l'élaboration et la mise en œuvre de mécanismes de lutte efficaces et l'adoption au plan continental de normes et de bonnes pratiques harmonisées. Ces enjeux illustrent fort opportunément le choix porté sur le thème. Il s'agit de mettre en œuvre des techniques d'intervention adéquates pour des détenus vivant avec le VIH, ceux atteints de troubles mentaux ou autres maladies transmissibles. L'objectif de ce troisième atelier est de réaliser une réforme pénale globale et durable en Afrique, en passant d'une part par la promotion de bonnes pratiques professionnelles susceptibles d'assurer la santé, la sécurité et la stabilité dans les prisons africaines. Cette rencontre, qui se poursuivra jusqu'au 13 juin, constitue la troisième série d'ateliers régionaux du genre. Les participants ont à cœur de trouver des solutions idoines afin d'appliquer une bonne politique de prise en charge des détenus ayant des besoins spécifiques. Le financement du secteur de l'environnement, un atelier s'est ouvert ce matin à Dakar. Il s'agit pour les participants de réfléchir sur les mécanismes de financement efficaces. Le fonds vert carbone, la taxe sur les transactions financières, la production d'énergie fossile et la taxe sur le transport maritime sont les principaux mécanismes de financement dits innovants. Et il est attendu de la rencontre une feuille de route précisant les rôles et responsabilités de chaque acteur. Aboubakar Kane. L'économie du développement durable requiert un engagement concerté. Il est question à travers cette rencontre d'évaluer l'évolution du financement du secteur de l'environnement et d'apprécier le volume, la contribution des différents acteurs et le déficit de financement. Il ne s'agit pas de demander aux partenaires classiques de faire des efforts supplémentaires, mais plutôt de trouver des mécanismes de financement innovants. D'abord, c'est la taxation des transactions financières internationales. Une taxation, un mécanisme que la France avait promu en 2009 et qui permet aujourd'hui à la France de mobiliser environ 1,2 million d'euros par an pour le développement durable. Deuxième mécanisme, c'est la taxation du transport maritime. Il est établi qu'il y a beaucoup de pollution, beaucoup d'émissions de carbone à partir de ces navires. Le troisième mécanisme, c'est un peu ce qui est relatif à la subvention aux combustibles fossiles. Et pour explorer ces nouvelles initiatives, le Sénégal peut compter sur l'appui de l'Union européenne. Son représentant, qui parlait au nom des partenaires financiers, a appelé à davantage combiner financements privés et publics. À titre d'exemple de mécanismes réduisant les risques et la pénurie de ressources, le ministre évoque l'aménagement des forêts et la préservation de l'environnement. Le Sénégal perd
en valeur réelle 27 milliards de francs CFA tous les ans qui partent en fumée à cause des feux de brousse. Alors on peut estimer qu'on doit pouvoir mettre en place un financement innovant qui crée des emplois verts. Quand il crée des emplois verts qui luttent contre ces feux de brousse, on peut gagner ces 27 milliards et les investir dans le développement durable de notre pays et aussi dans l'emploi vert. Au-delà d'un état des lieux sur les caractéristiques du financement de l'environnement, les participants devraient passer en revue les sources actuelles de financement. Il s'agira ensuite de partager et de mettre à niveau les concepts et mécanismes à travers une feuille de route. La stratégie a pour finalité de mobiliser à court terme des financements innovants. Fin du projet de renforcement de la structuration et des capacités d'influence de la pêche artisanale en Afrique de l'Ouest. Plus de 20 leaders sont formés pour défendre les intérêts des acteurs. C'est un reportage de Alioune Badarakan. La pêche artisanale, une activité menacée en Afrique de l'Ouest. L'inquiétude gagne les rangs des pêcheurs. Les ressources diminuent, sans compter la concurrence déloyale des navires étrangers. Il est donc urgent de former des leaders capables de porter la lutte dans leur pays respectifs. Et nous permet de pouvoir influer au niveau des autorités sur les problèmes qui se posent aux pêcheurs, les traiter et avoir les capacités de les traiter. Et c'est pourquoi nous insistons à la départ beaucoup sur le renforcement des capacités et sur la formation et l'autonomisation des personnes auprès desquelles des personnes que nous appuyons. Et il y a des actions qui suivent, donc ce n'est pas des discours en l'air et des dossiers qui vont rester dans les placards. En 3 ans, plus de 20 leaders ont été formés par ce projet. L'aménagement des pêcheries, la valorisation des ressources halieutiques et l'impact des accords de commerce internationaux sont désormais des sujets qu'ils maîtrisent parfaitement. Une bonne nouvelle pour le secteur de la pêche artisanale en Afrique de l'Ouest. Les bénéficiaires de ces formations, choisis démocratiquement par leurs pairs, ont la responsabilité de révolutionner les pratiques et les comportements de l'organisation professionnelle, tant au niveau de la base qu'au niveau des organisations professionnelles faîtières nationales. Grâce à cette série de sessions de formation, les leaders sont plus que jamais outillés pour que la pêche artisanale bénéficie durablement aux populations à travers des décisions plus éclairées. En Afrique de l'Ouest, des dizaines de milliers de personnes sont dans la pêche artisanale. Ce secteur est important. Sa pérennisation est une question vitale. Vers la mise en place de technoparcs pour les mécaniciens, c'est le vœu du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. En partenariat avec les professionnels de l'automobile, le technoparc est un garage moderne où l'on retrouvera toutes les activités liées au secteur de l'automobile. Benoît Sambou l'a annoncé en marge de sa visite auprès des mécaniciens de Dakar. Une visite en prélude aux journées de l'automobile prévue les 29 et 30 juin prochains au Mokalsom Sall. Une visite de terrain qui sonne comme le début d'un processus de réorganisation du travail dans le secteur de l'automobile. De Dakar à Pékin, Benoît Sambou a écouté les mécaniciens. Le principal souci reste la création de sites adéquats. Le mouvement national des professionnels de l'automobile propose l'édification de technoparcs, un projet qui rencontre l'assentiment de l'État. Le technoparc est un site moderne intégré qui permet vraiment de développer beaucoup d'activités et touchant toutes les activités de l'automobile. Cela coïncide avec un projet que nous avons, une idée que nous avons, d'organiser le secteur de l'artisanat en centrale de service. Les premières journées de l'automobile vont se tenir les 29 et 30 juin. Elles permettront d'échanger sur les difficultés du secteur et surtout la faisabilité des technoparcs, un projet qui fait déjà face à une question cruciale. Le gros problème qu'on a identifié, c'est le problème du foncier. Il faut qu'on comprenne déjà que s'il n'y a pas assez de sites disponibles à Dakar, il faudrait qu'on puisse se redéployer aux alentours de Dakar. S'il y a des terrains détenteurs par l'État et qui puissent être mis à vos dispositions, nous allons le faire. S'il y a des privés détenteurs de terrains et qui sont prêts à revendre ces sites-là, et que nous puissions vous accompagner pour que vous puissiez les acquérir et mettre en place donc vos projets, donc nous allons le faire.
Le gouvernement est en négociation avec la Banque africaine de développement pour un financement de 18 milliards de francs CFA pour l'emploi des jeunes, a annoncé Benoît Sambou, ce qui permettrait de réaliser ce projet de technoparc pour les mécaniciens, mais aussi des centrales de services pour tous les autres secteurs de l'artisanat. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 12 juin la journée internationale pour l'abolition du travail des enfants. Notre pays, dans cette lutte, s'est doté d'un plan stratégique 2012-2016 visant à faire participer toutes les composantes de la nation à ce combat. Voici à ce propos le ministre de la Fonction publique et du Travail, Mansour Sy. Le travail des enfants n'est pas seulement une violation des droits fondamentaux de l'enfant. Il constitue aussi une contrainte dans la réalisation des objectifs de développement, tels que la scolarisation universelle, les objectifs du millénaire pour le développement, la réduction de la pauvreté et le travail décent. C'est ce qu'a compris la communauté internationale qui a consacré ce 12 juin à la journée internationale pour l'abolition du travail des enfants. Le Sénégal, en ce qui le concerne, a toujours fait de la protection et de la promotion des droits de l'enfant une préoccupation majeure. Toutes ces actions ont été harmonisées, mises en œuvre avec un plan d'action à court, moyen, long terme, 2012-2016, regroupé à travers un plan cadre national de lutte contre le travail des enfants et qui s'articule autour de 5 axes stratégiques. Ce qui va développer de nouvelles synergies et apporter des perspectives importantes, car il va favoriser une plus grande mobilisation des ressources au plan national et international et s'inscrire ainsi dans le droit fil de l'objectif stratégique d'élimination des pires formes de travail des enfants à l'horizon 2016. Ils étaient plus de 105 000 candidats à subir les épreuves de philosophie ce matin. Ces épreuves se font quelques semaines avant l'examen final du baccalauréat. Elles concernent ces épreuves les candidats des séries L et S. Reportage au lycée Kennedy et Blaise Diagne avec Ndeye Aïdja. Concentration au maximum sur une épreuve qui nécessite une réflexion approfondie. La philosophie délivre-t-elle l'esprit de toutes ces chaînes? Dieynaba a porté son choix sur ce premier sujet de l'anticipé de philosophie. La première partie porte sur l'utilité de la philosophie par rapport à l'esprit humain, à savoir développer l'esprit critique, engendrer l'étonnement, la remise en question des choses. Dans ma seconde partie qui constitue l'antithèse, j'ai développé les méfaits de la philosophie sur l'esprit humain. Parce que la vérité que génère la philosophie peut parfois engendrer des effets néfastes sur l'esprit de l'homme. L'homme a besoin de support dans la vie, comme les convictions ou la religion. D'autres élèves ont par contre choisi de parler de la science ou de l'art, chapitre abordé en fin de programme dans l'enseignement de la philosophie. Dans le texte, on a dit que les scientifiques et les citoyens devaient adopter une certaine position de lucidité. Et cette lucidité ça peut s'incarner par le fait que parfois des découvertes sont entreprises par les scientifiques à une fin positive, mais sont détournées et sont utilisées à une fin négative. Par exemple, le nucléaire, qui pouvait servir dans le domaine de l'énergie, mais on voit qu'avec on a fait des bombes atomiques. Rabelais le disait dans sa citation, il a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est-à-dire qu'il faut utiliser la science à bon escient, il faut être lucide afin de mieux pouvoir avancer. Ici, au lycée Blaise Diagne, plus de 1200 candidats ont subi ces anticipés de philosophie. Si certains trouvent les épreuves abordables, d'autres ont eu du mal à cerner les problématiques. Pour les enseignants, le plus important est de développer l'esprit critique. Au-delà même de passer le bac, de pouvoir réfléchir théoriquement sur un problème qu'on leur donne, qu'on leur présente, un problème théorique de différents domaines, et ça leur permet de se pencher soit sur une dissertation, un commentaire, ça leur permet donc de réfléchir théoriquement, de regarder les problèmes qui se passent dans le monde
et de pouvoir aussi donner leur contribution. 12h30, c'est la fin de cet examen au lycée Kennedy. Chacun y va de son commentaire. Le centre compte 1130 candidats, une vingtaine d'absents est répertoriée pour cette épreuve qui se tient quelques semaines avant l'examen final du baccalauréat. Nous allons à la découverte de Foundiougne, localité située à une trentaine de kilomètres de Fatick. Elle présente d'énormes potentialités, surtout dans le domaine du transport fluvial et de la pêche artisanale. Malgré tous ces atouts, Foundiougne tarde à décoller. La carte postale de la localité avec Eric Niamadi. Vue de loin, la ville de Foundiougne ressemble à une île, mais le décor change quand on s'approche. Foundiougne, donc, c'est une vieille ville, donc une presqu'île comme Dakar. Il n'y a qu'une seule entrée par la route, c'est la route Guilor-Passy. Cette position géographique de Foundiougne lui a donc permis de jouer un rôle important dans la traite des esclaves entre le XVIe et le XIXe siècle, et les vestiges de ce passé colonial sont encore visibles un peu partout dans la commune. Les colons sont venus par le bateau, par la mer, ils se sont installés ici et après ils ont essayé de faire l'ancienne région du Sine et du Saloum, et donc ils sont partis jusqu'à faire le pont Noiro de Kaolack. L'administration coloniale était basée à Foundiougne. Quand on voit l'église qui est de 1917, et à l'époque coloniale, c'était une station qui pouvait prendre en charge les esclaves qui venaient de partout, de la région, de la Gambie, etc. Avec le commerce triangulaire, Foundiougne a développé son tissu industriel pour devenir, après l'indépendance du Sénégal, le pôle économique du Sine Saloum. Cette position stratégique a attiré du monde, les gens venaient de tout le pays pour faire fortune, créant ainsi une certaine diversité ethnique dans la commune. Au plan de la composition ethnique, évidemment, Foundiougne a la particularité d'avoir des Sérères, des Mandingues, des Toucouleurs, mais donc, ce sont les principales ethnies qui sont là au niveau de Foundiougne. Les pêcheurs, ce sont tous presque des Sérères ou des Sossés qui ont navigué dans les îles et qui sont venus ici. Mais Foundiougne a perdu une bonne partie de ses bras valides avec l'exode. La population a considérablement baissé, passant de 20 000 habitants avant l'indépendance à près de 10 000 de nos jours. Un dépeuplement aux conséquences négatives sur le tissu industriel de la zone avec la disparition des usines de transformation des produits agricoles. Pour le mois de mars passé, je vous donne une petite idée des statistiques. Le total des produits débarqués au niveau de Foundiougne est de 514 tonnes. Département, Foundiougne département, on a débarqué 514 tonnes. Mais pour l'ensemble des produits transformés, on est à 197 tonnes. Pour le mariage qui vient en tête, on est à 210 tonnes, le mariage. Toutefois, l'espoir est encore permis pour la relance des activités économiques de Foundiougne. La localité regorge d'énormes potentialités pour le tourisme et surtout pour le transport maritime. La ville offre un cadre idéal pour le transit des marchandises à destination de Dakar et de la sous-région. C'est un port, d'après ce qu'on a dit, qui fait, je crois, 6 fois le port de Dakar, d'après ce qu'on nous a dit. Ça fait presque 500 hectares, je ne sais pas quoi, et c'est un port qui a un coût de 24 milliards, livrable au mois de juillet 2014. Ce port-là aura une capacité d'accueil d'au moins 2 bateaux, chaque bateau faisant une capacité de 200 personnes et de 13 camions. Une infrastructure qui peut être bénéfique pour la relance de l'agriculture dans le Sine Saloum. Plusieurs autres chantiers ont été ouverts par l'État afin de redonner à la cité des Pangols son lustre d'antan.
La carte postale de Foundiougne, un sujet signé Eric Niemadi. Nous parlons de la promotion, de la diversité culturelle. C'est aussi la démonstration de toutes les expressions culturelles de la localité, hôte de la caravane, donc à Louga. Les expressions choisies ont bien illustré cette diversité culturelle qui caractérise le Sénégal dans son ensemble. Elles sont aussi la parfaite illustration de notre identité, nous dit Penabo. Ce sont au total 10 expressions et produits culturels choisis au niveau régional, précisément dans les 3 départements que sont Louga, Kébémer et Dara. Des expressions qui reflètent pour la plupart des liens existants entre la vie des populations et la culture. Chaque élément de cette belle exposition rappelle cette relation aussi. Vous voyez, quand on voit le tambour, en fait, souvent on se pose la question de pourquoi le tambour. Là où il y a le tambour, il y a l'élevage. Je vois la relation étroite qui existe entre la vie des gens et tout ce qui concerne les aspects culturels qu'ils stabilisent. Elles sont aussi un moyen de valorisation des éléments d'histoire qui ont fait notre identité. Les éléments d'histoire qui ont formé notre pays à travers d'abord la constitution de nos différents royaumes, mais aussi à travers notre relation avec la colonisation et qui l'ont formé jusqu'à amener ce qu'est le Sénégal aujourd'hui. Cet important patrimoine culturel peut également être composé pour en faire un musée avec un fort impact économique pour le Sénégal. Ces éléments-là peuvent constituer aussi des éléments de musée et on ne le montre nulle part aujourd'hui, à part la percussion, où ici il existe un musée de la percussion, mais il n'y a pas les autres éléments qui pourraient aller dans un musée. Il faut que nos centres culturels offrent des espaces de musée. C'est pour ça que la politique du chef de l'État, c'est de les transformer progressivement en maisons de la culture et des arts. À cette 6e étape de la caravane sur la promotion de la diversité culturelle, la région de Louga a su tirer son épingle du jeu, une culture dans toute sa diversité. Je vous le disais en ouverture de cette édition, le chef de l'État était cet après-midi à Yoff où il a rendu une visite de courtoisie au Khalif des Layènes, Serigne Abdoulaye Thiaoulaye. Le président Macky Sall, accompagné de la première dame, a rendu donc cette visite de courtoisie à la famille qui a dit toute sa satisfaction pour la contribution du gouvernement pour la réussite du 133e appel de Seydina Limamou Laye. C'est une synthèse de Khadikan. Au lendemain de la fin du 133e appel de Seydina Limamou Laye, le chef de l'État rend une visite de courtoisie au Khalif des Layènes, Serigne Abdoulaye Thiaoulaye. Le président de la République a été accompagné par la première dame Marième Sall, des membres du gouvernement et de son cabinet. Il a été accueilli par la famille du Khalif. Le porte-parole de la famille Moussa Gueye dira que toutes les instructions données par le chef de l'État pour la réussite de la manifestation ont été respectées. Des prières ont été formulées pour un bon hivernage et pour la paix au Sénégal. La première dame a également reçu des prières pour ses bonnes actions à travers sa fondation Servir le Sénégal. Le président n'est pas un terrain inconnu puisqu'il est considéré par le Khalif comme un fils de la famille. Une maquette d'un projet de village écologique a été présentée au président de la République. Il s'agit d'un projet cher à la communauté naïenne. Il sera implanté à Malika. Il est prévu de construire 600 maisons, une dizaine d'immeubles, une mosquée. Une centrale solaire viendra compléter le réseau de la Sénélec. Le tout sera construit sur une superficie de 100 hectares. Il va coûter 20 milliards de nos francs. Le président de la République a approuvé le projet. Tout le nécessaire sera fait, dira-t-il, pour que ce village écologique sorte de terre. La famille naïenne a apprécié le déplacement du président de la République chez le Khalif Abdoulaye Thiaoulaye. La fondation Sonatel partage 11 années d'expérience avec le public sénégalais. C'est à l'occasion des journées portes ouvertes de l'entreprise, une dizaine de cases ateliers consacrées à la santé, à l'éducation et à la culture ont été dressées pour les visiteurs. Philomène Constance Diagne.
La Fondation Sonatel ouvre ses portes au grand public. Depuis plus de 10 années qu'elle est engagée dans le mécénat, l'heure est à l'évaluation des actions menées. La culture, l'éducation et la santé ont été bien représentées, étant les principaux domaines d'intervention de la Fondation. Pour ce qui concerne, je pense, les hôpitaux du Sénégal en général, la Fondation a été innovante en donnant du matériel qu'on n'espérait même pas avoir pendant de longues années, en donnant une imagerie par résonance magnétique à l'hôpital de Fann, le premier scanner multibarrette de l'hôpital régional en Afrique au sud du Sahara a été à l'hôpital de Ziguinchor, sans compter maintenant les ordres régulières et ponctuelles au niveau des différentes structures. La Fondation prend en charge près de 21 jeunes en termes de cantine scolaire, en termes de transport scolaire, mais également en termes de scolarité, qu'ils prennent en charge pour ces jeunes-là. Et nous leur disons merci. Plusieurs programmes ont été mis en œuvre pour accompagner les populations sénégalaises, en particulier les plus vulnérables. Un soutien fort apprécié par les différents bénéficiaires, les partenaires et les autorités étatiques. La qualité du partenariat avec les départements ministériels nous conforte et nous honore. La Fondation Sonatel compte 11 années d'expérience riche en échanges sur des valeurs de partage, de solidarité dans les 3 domaines que j'ai cités tout à l'heure. Vous accompagnez donc des hommes et des femmes dans ce pays qui n'auraient pas forcément les ressources pour pouvoir vivre leur passion ou faire éclore leur talent ou, comme c'est le cas avec la santé, se soigner convenablement. Et ça également, c'est des actions extrêmement importantes et je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel à toutes les entreprises d'abord, mais à tous les mécènes qui pourraient s'investir et investir dans l'école, dans la santé, dans l'art, la culture, pour pouvoir relayer les actions que l'État est en train de faire. Cette journée portes ouvertes a permis au public de mieux s'imprégner des activités de la Fondation. L'occasion aussi de poser à nouveau un acte de générosité avec ce don de 14 motos ambulances. Elles serviront dans des zones enclavées à l'évacuation de malades. La deuxième édition du NGO Connection Day s'est tenue ce mardi. Elle regroupe l'État, le secteur privé et des partenaires non étatiques. L'objectif est de trouver des solutions aux problèmes de l'emploi et à l'inadéquation entre certaines formations et les emplois offerts. La manifestation est organisée par le Synapse Center avec le soutien de Microsoft. El Haj Tchernodrame. Le NGO Connection Day réunit autour de la table État, secteur privé, société civile et ONG. Il est un cadre de réflexion sur le thème de l'emploi des jeunes. Chaque année, le nombre de demandeurs d'emploi augmente et bien souvent, leur formation ne colle pas au profil des emplois proposés. L'objectif de ce NGO Connection Day est aussi de voir comment nous pouvons rapprocher davantage l'entreprise du monde de l'éducation. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le secteur privé peut aller rencontrer l'université ou les écoles de commerce et voir exprimer son besoin et que les écoles de commerce également essaient de répondre à ces besoins des entreprises beaucoup plus facilement. De 2010, date de la première édition à 2013, le Synapse, avec le soutien de Microsoft, a formé quelques 2200 jeunes à travers 2 programmes. Microsoft subventionne un ONG. Et cette année, donc, c'est avec le Synapse. Et ce n'est pas fortuit parce que nous avons un partenariat avec le Synapse depuis 3 années. Nous avons fait avec le passeport pour l'emploi, nous avons fait le programme Impacto. Le programme Challenge a permis de former 1500 jeunes, dont 66% sont placés dans des entreprises. Le programme Impacto avec 700 jeunes entrepreneurs, dont une centaine ont des entreprises viables. Cette deuxième édition rejoint sur le terrain le programme Kiosque Emploi de l'État. C'est donc l'opportunité pour le gouvernement de trouver d'autres partenaires dans sa politique d'emploi des jeunes. Nous l'avons saisi au département pour exposer ce projet qui pour nous est un projet phare. On le dit sans fausse modestie, je crois que c'est une première. Un dispositif de proximité qui permet à l'État de pouvoir recueillir des informations clés. À travers des ateliers et forums, l'État, le secteur privé, les ONG et la société civile réfléchissent ensemble. Objectif, régler de façon définitive la question de l'emploi des jeunes au Sénégal.
L'actualité hors de chez nous, le retour progressif de l'armée malienne à Kidal et le contournement des troupes Touareg, ce sont là quelques points de l'accord de principe obtenu hier à Ouagadougou. Pendant 3 jours, les représentants du gouvernement malien et du MNLA étaient en discussion. Une commission mixte réunissant les deux camps va déterminer les modalités d'exécution de cet accord. Les discussions engagées depuis 3 jours par Blaise Compaoré seraient sur le point d'aboutir. La séance entre les frères ennemis maliens qu'il a présidé hier après-midi a semble-t-il permis de lever les points de blocage et de dissiper la méfiance entre les deux parties. La médiation a d'ores et déjà obtenu un accord de principe, dont retour pacifique de l'armée et de l'administration malienne à Kidal avant la tenue de la présidentielle. On ne peut pas accepter le principe de l'intégrité territoriale et de la continuité de l'État malien et refuser que l'armée malienne se déploie sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, il s'agit de définir les modalités de retour de cette armée. Le projet d'accord que les deux parties sont allées soumettre à leur base propose un retour graduel des forces armées maliennes à Kidal et un cantonnement des éléments des groupes armés Touareg. Toutes ces opérations pourraient être encadrées par des éléments français stationnés à Kidal et par la future force onusienne qui doit se déployer début juillet. La communauté internationale est fortement impliquée politiquement et militairement aux côtés des Maliens. Donc toutes les dispositions sont prévues dans l'accord pour qu'il n'y ait aucun incident, aucun désagrément qui puisse rompre la confiance. Une commission mixte de sécurité réunissant les deux camps est prévue par le projet d'accord de Ouagadougou. Elle devrait se mettre rapidement au travail pour déterminer les modalités de retour de l'armée avant le 28 juillet, date retenue pour l'élection présidentielle. En Afrique du Sud, la sécurité a été renforcée autour de l'hôpital où séjourne Nelson Mandela. Son état est jugé toujours grave, mais stable. Les visiteurs et parents continuent de lui souhaiter un prompt rétablissement. La sécurité a été renforcée aux abords de la clinique de Pretoria, où est censé être hospitalisé Nelson Mandela pour une infection pulmonaire. Piétons et voitures sont systématiquement fouillés. Devant son domicile, quelques passants et visiteurs veulent encore espérer. Moi, je lui souhaite les meilleurs vœux pour qu'il puisse se rétablir rapidement. La seule chose que nous pouvons faire, c'est prier pour lui. Parce que nous sommes ici grâce à lui. Il s'est battu pour nous pendant la lutte. Que Dieu soit avec lui, afin qu'il puisse récupérer et aller mieux. Les unes du jour reflètent l'inquiétude qui s'est emparée d'un pays qui retient son souffle et s'attend au pire. Après 4 jours d'hospitalisation, la présidence de la République a indiqué dans un communiqué que l'état du héros de la nation, âgé de 94 ans, reste grave mais stable. Lundi dans la soirée, plusieurs membres de la famille du leader anti-apartheid, dont sa fille rentrée d'Argentine et son ex-femme Winnie, sont venus à son chevet. Autant de signes qui alimentent l'angoisse du pays. Le président sud-africain a fait une déclaration télévisée ce mardi pour souhaiter un prompt rétablissement à Nelson Mandela. Jacob Zuma, qui dit avoir rencontré les médecins de l'ancien président, affirme que Mandela est entre de bonnes mains. Et il a ajouté, le connaissant grand combattant, je suis sûr qu'il sera bientôt avec nous. Le sport et du rugby, je vous le disais dans les titres, le Sénégal a été est tombé d'entrée à la Coupe d'Afrique de rugby. Les Lions qui se sont inclinés face à la Namibie 12-35, le compte rendu de Mansour Sow. L'exploit n'a pas finalement lieu. L'équipe nationale du Sénégal s'incline devant celle de la Namibie sur le score de 35-12. Des joueurs et ensuite il continue dans son action. Voilà, et celui-là qui nous a véritablement tués, de pouvoir... Les coéquipiers de Steve Sargos auront tout tenté. Mais devant la muraille blanche, c'était peine perdue.
Ils étaient toujours là pour annuler les efforts des Lions. C'est un constat, c'est pas un reproche, on l'a fait avec nos moyens. Les Namibiens s'étaient préparés, on le savait, en faisant des 4 matchs de préparation. Je crois qu'on n'a pas trop suivi les consignes en première mi-temps, c'était une équipe... La Namibie était prenable aujourd'hui, on a fait des erreurs stratégiques, on a souhaité jouer contre le vent en première mi-temps et malheureusement on a rendu trop de ballons en pied et face à une équipe organisée comme celle-là c'est difficile de parler contre-attaque donc voilà on a pêché juste en première mi-temps je crois sur la stratégie notamment sur le jeu au pied. C'était simple, voilà, on joue avec le vent donc c'était d'occuper le terrain chez eux dans un premier temps et d'envoyer du jeu. Maintenant on a été obligé de simuler les mêlées, encore une fois on a souffert un peu en mêlée fermée, on a été agressif dans le combat malgré tout, il y a eu du positif, on s'est rassuré sur le combat, maintenant on est tombé sur une bonne équipe de Namibie, c'est du 50-50. Il faut les féliciter parce qu'ils ont été opportunistes, ils ont marqué sur leur ballon, voilà, on a fait des erreurs, on a fait 2-3 erreurs qu'on a payé cash. Les poulains de Jean-Marc Foucras tombent les armes à la main. Auparavant, dans la première demi-finale, les Tunisiens surclassés des Botswanais sur le score sans appel de 43-12. Une victoire nette, de quoi esquisser et quelques pas de danse. La fin du rêve donc pour l'équipe du Sénégal, nos rugbymen qui vont pouvoir se consoler avec la 3e place qu'ils ont disputée face au Botswana battu, comme le disait Mansour, par la Tunisie. En football, Ngor recevait le Dakar Université Club hier au stade Demba Diop. L'AS Douane a signé sa 4e victoire de la saison. C'était face à l'Union sportive de Ouakam 1-0. Résumé avec Abdul Aziz Ban. Face à l'AS Douane, l'Union sportive de Ouakam se devait de faire un bon résultat pour oublier la cinglante défaite 4-0 au match aller. Dans cette première période, les deux formations se créent des occasions mais les défenses sont bien en place. Les attaquants ne parviendront pas à faire trembler les filets durant ces 45 premières minutes. 0 but partout à la pause. À la reprise, les Gablous appuient sur l'accélérateur mais ils pêchent dans la finition. Les Wakamois procèdent par des contres mais ils butent sur une solide défense de l'AS Douane. 70e minute sur un contre des Gablous, Ibrahima Kidjara trompe la vigilance du portier Wakamois. Le gardien de Luzo est largement battu sur son bien tenté. Malgré tous ces efforts, l'Union sportive de Ouakam ne reviendra pas au score. L'AS Douane gagne le match au grand bonheur de son entraîneur. Le match se joue sur le plan psychologique, mais les gamins semblaient beaucoup plus déterminés pour effacer, pour gommer cette, contrariété qu'on a eue la semaine dernière face au Giraffe. Avec cette victoire acquise sur l'Union sportive de Ouakam, l'AS Douane s'éloigne de la zone rouge. Toujours en football, c'est maintenant officiel. Le match Libéria-Sénégal aura lieu le dimanche 16 juin 2013 à Monrovia à 16h. La fédération sénégalaise qui donne l'information justifie ce changement du jour par la lettre que la partie libérienne avait adressée à la FIFA, fixant ce match Libéria-Sénégal au dimanche 15 au dimanche donc 16 juin, le 15 étant un samedi, et la FIFA avait sorti sa programmation en mentionnant la date du 16 sans mentionner le jour. Le Libéria ayant reconnu son erreur a demandé à la FIFA de corriger. C'est donc hier que la FIFA a décidé de réajuster après un deuxième courrier de la fédération libérienne. Libéria-Sénégal, c'est donc dimanche 16 juin à 16h. Le meeting de Dakar, c'est demain à 17h au stade Léopold Senghor. La fédération d'athlétisme, pour assurer un cachet populaire à l'événement, va mettre des bus à la disposition du public. Volet participation, des athlètes en provenance d'une trentaine de pays commencent à débarquer à Dakar. Voici le président de la fédération sénégalaise d'athlétisme, Momar Mbaye, au micro de Dahaba. C'est la période des meetings actuellement. Donc c'est pour cela que nous avons essayé de quitter le mois d'avril pour venir au mois de mai et ensuite du mois de mai vers le mois de juin. Et c'est un partenariat que nous essayons de développer avec Rabat parce que les athlètes qui viennent en Afrique un week-end qui compétissent, il est beaucoup plus facile de les faire venir à Dakar, qui retournent en Europe ou ailleurs avant de les faire revenir. Donc l'intérêt, c'est que Rabat et Dakar travaillent ensemble pour que
les athlètes puissent faire les deux meetings en même temps. En termes aussi de participation aussi des pays, surtout en un seul après-midi, tu fais rassembler une trentaine de nationalités, je pense bien que ce n'est pas donné à n'importe quelle discipline. Le vainqueur recevra minimum $6 000. Bon, au niveau des classiques, les épreuves classiques, c'est moins de 6 000. Hein? Ça, c'est laissé à l'appréciation de l'organisateur pour voir. Mais le minimum pour les épreuves World Challenge, c'est 6 000. Le vainqueur, il recevra minimum 6 000. Mais à côté aussi, je pense bien que tu ne peux pas faire venir une star comme l'Algérien sans pour autant mettre sur la table aussi des primes de participation. Et surtout, nous comptons à mobiliser surtout les établissements et les quartiers qui sont tout autour. Et peut-être donner l'information, il y aura des bus de Dakar Demdik qui seront positionnés là où les gens veulent vraiment venir voir le meeting. L'école supérieure de commerce, en collaboration avec la Ligue d'athlétisme de Dakar, a organisé la 7e édition du Cross Subdeco. Près de 1000 coureurs ont pris part à cette manifestation sportive. Les étudiants qui se sont brillamment distingués à l'occasion de cette épreuve ont été récompensés. Lamine Touré. Le départ est donné. Les étudiants de l'école supérieure de commerce de Dakar ont rivalisé de performances sur les grandes artères de Dakar. De l'avenue Faidherbe à la rue Zoris Subdeco en passant par l'avenue Lamine Gueye et la gare routière, les têtes de peloton ont tenu en haleine les spectateurs tout le long du trajet. À l'arrivée, des récompenses pour les meilleurs sportifs de cette 7e édition. C'est un parcours de 7 km environ. Ça confirme la conviction qu'on avait depuis très longtemps, que les jeunes, il faut qu'ils aiment le sport. Il faut leur faire aimer le sport, il faut qu'ils le pratiquent, il faut qu'ils arrivent à l'intégrer dans leur quotidien, quelles que soient les circonstances, en tant que pratiquant ou carrément aller très loin dans les compétitions. La solidarité, le goût de l'effort et l'esprit d'équipe ont été des valeurs véhiculées à travers cette rencontre sportive. L'objectif pour les autorités administratives de Subdeco est d'intégrer définitivement le sport dans le calendrier académique de l'école. Il s'agit de faire de ces étudiants des managers physiquement aptes à assumer leurs futures responsabilités. La pêche sportive pour finir la fin du concours Marlin Open. L'équipage Petit Boy a remporté cette compétition avec 2 relâches et un poisson de 194 kg. Lors de la cérémonie de remise des prix, le président de la Fédération sénégalaise de pêche sportive a annoncé la participation du Sénégal au championnat du monde prévu du 15 au 24 août prochain en France. Salut Sec. L'équipage Petit Boy en tête du trio gagnant pour la 5e édition du Marlin Open de relâche et un poisson de 194 kg leur ont permis de marquer 99 500 points. On a trouvé le bon coin le premier jour. On a relâché un marlin le premier jour, donc il nous a donné le prix directement du premier jour. Le deuxième jour, on a fait un marlin de 194 kg qu'on a relâché après qu'on a embarqué après 2h40 de combat parce qu'il est mort noyé au fond, il a fallu tirer dessus pendant 2h40. Nous avons fait pas mal de beaux poissons, il y a eu beaucoup de poissons relâchés, il y a eu 3 poissons embarqués pour 10 poissons relâchés. On a eu la chance de faire quelques très beaux thons albacore, quelques coryphènes aussi, très beau concours dans l'ensemble. Le concours de pêche sportive Marlin Open permet à l'équipe nationale de préparer les championnats du monde. Cette compétition va se dérouler en France au mois d'août. Le Sénégal vise le podium. C'est essayer de reprendre ce championnat-là parce qu'on l'a gagné 2 fois. On a été une fois vice-champion et une fois médaillé de bronze. En 2011, on a raté, pour un poisson, on a raté le podium. On a raté le titre de champion en 2011. On va essayer de reprendre ce championnat. C'est notre objectif. Lors de ce concours, 3 marlins ont été embarqués, 10 relâches avec 39 touches. Le plus gros marlin pêché pèse 311 kg. Les organisateurs du Marlin Open comptent organiser d'autres compétitions au mois de janvier 2014.
Oumou Baldé sera sur ce plateau pour le dernier journal. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.